À mon mariage, mon père milliardaire m'a renié parce que j'épousais un homme sans valeur. Il a dit, pas d'héritage, pas de fonds fiduciaires. Mon mari a souri et a dit, nous n'en avons pas besoin. Des mois plus tard, mon père s'est présenté à ma porte et a dit, j'avais tort. Mon mari l'a regardé et a dit, vous ne pouvez rien demander maintenant. Les visages de mes parents ont pâli. Je suis Helen Armstrong. J'ai 28 ans. Il y a 8 mois, j'ai enfreint toutes les règles que mon père m'avait jamais fixées. Vous voyez, mon père est l'un des magnats de l'immobilier les plus puissants de New York. Il possède pratiquement la moitié de Manhattan, ou du moins il agit comme si c'était le cas. Dans son monde, l'argent n'est pas seulement le pouvoir, c'est l'identité. Il avait planifié toute ma vie avant même que je ne comprenne ce que signifiait le choix. Mes écoles, ma carrière, mes amis, même l'homme que j'étais censé épouser. Quand j'avais 16 ans, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, l'amour est un luxe pour les pauvres. Tu es une Armstrong. Tu te maries par stratégie. Mais j'ai choisi différemment. Je suis tombée amoureuse d'un homme qui l'a instantanément rejeté. Un mécanicien du Queens. De la graisse sous les ongles. Aucune connexion, aucun statut. Et ce choix, c'est la raison pour laquelle tout s'est effondré. Avant de vous ramener à la nuit qui a tout changé, si vous avez déjà eu l'impression que votre propre famille ne voyait pas votre valeur, assurez-vous de vous abonner et de me dire d'où vous regardez. Je lis chaque commentaire. Maintenant, laissez-moi vous ramener 8 mois en arrière, au moment où j'ai dit à mon père que j'épousais un homme qu'il n'avait jamais rencontré. Le Pentouse Armstrong de l'Upper East Side avait des bails vitrés donnant sur Central Park, comme si la vue elle-même nous appartenait, ce qui, dans l'esprit de mon père, était pratiquement le cas. Ce jeudi soir-là, nous étions assis autour d'une table à manger en noyer de 12 places importées d'Italie, ce que ma mère adorait rappeler à ses invités à chaque dîner. Les couverts Hermès scintillaient sous le lustre, et une bouteille de Château Margaux 2010 reposait à proximité, valant probablement plus que le loyer de la plupart des gens. Mon père, Benjamin Armstrong, était assis en bout de table. Son Audemars Piguet captait la lumière chaque fois qu'il levait son verre. À 58 ans, il avait le genre de présence qui dominait chaque pièce, empire immobilier, influence politique, et un nom de famille qui ouvrait des portes à travers Manhattan. J'ai organisé une réunion pour vous ce samedi, dit-il, levant à peine les yeux de son filet mignon. Victor Langlais III. Son père et moi finalisons une fusion. Il serait avantageux pour vous de faire sa connaissance. Je posai ma fourchette. Je ne peux pas ce samedi. Cela attira son attention. J'ai quelqu'un que je veux vous présenter, dis-je, mon pouls battant la chamade. Quelqu'un que je fréquente depuis 6 mois. Son nom était Anne, et je. Qui? Sa voix transpersalaire. Quelle famille? Wells Montgomery? Ne me dites pas que c'est l'un des garçons Hartley. Vous ne le connaissez pas, le silence qui suivit fut suffocant. Vous fréquentez quelqu'un depuis 6 mois, dit-il lentement, et je ne l'ai pas vérifié, pas approuvé. Je n'ai pas besoin de votre approbation pour sortir avec quelqu'un, papa. Il se pencha en arrière, la mâchoire serrée. Dans cette famille, Hélène, l'amour est un luxe. Le mariage est une stratégie. Qui est cet homme qui a cru pouvoir approcher ma fille sans passer par moi d'abord? J'avais rencontré Ethan Cole 6 mois plus tôt, un mardi après-midi aléatoire que je n'étais jamais censé avoir de libre. J'avais échappé à une réunion de conseil d'administration brutale où mon père avait démoli ma proposition marketing devant toute l'équipe de direction. Adéquate, avait-il dit, acceptable pour quelqu'un qui apprend encore. J'avais 27 ans avec un MBA de Columbia, mais pour lui, j'étais encore une enfant qui jouait à faire semblant. Je me suis retrouvé dans un petit café de Brooklyn. Chaise dépareillée, menu sur tableau noir, et pas une seule personne qui reconnaissait le nom Armstrong. J'ai commandé un café noir et me suis assise dans un coin, essayant de me souvenir comment respirer. Journée difficile? J'ai levé les yeux. Il était grand, environ 1m88, avec des yeux marrons chaleureux et des mains calleuses. Il portait une chemise en flanelle usée, les manches tachées d'huile. Son sourire était facile, authentique, rien de poli. C'est si évident, ai-je demandé. Vous remuez ce café depuis 10 minutes sans prendre une gorgée. Il s'est assis en face de moi sans demander et d'une certaine manière, ça ne m'a pas dérangé. Nous avons parlé pendant 3 heures. Il m'a dit qu'il était mécanicien,
qu'il possédait un petit atelier de réparation automobile dans le Queens. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée, mes intérêts, mes rêves. Pas une seule fois il n'a posé de questions sur ma famille ou mon nom de famille. Je me fiche de qui est votre père, a-t-il dit plus tard, en me raccompagnant au métro. Je veux juste savoir ce qui vous fait sourire. Personne ne m'avait jamais dit ça avant. Il payait toujours en espèces, d'épaisses liasses tirées d'un portefeuille en cuir usé. Il évitait les endroits chers, choisissant des dîners et de petits endroits calmes où la nourriture importait plus que les apparences. Je supposais qu'il était prudent avec son argent. Je n'avais aucune idée de ce qu'il cachait réellement. Mon père n'a pas tardé à agir. 3 jours après que j'ai mentionné le nom d'Ethan, j'ai été appelé à son bureau au siège d'Armstrong Real Estate Group. Le bureau d'angle au 42e étage, avec ses œuvres d'art à 18 millions de dollars et sa vue imprenable sur le quartier financier, était conçu pour intimider, et cela fonctionnait généralement. Un dossier Manila était soigneusement posé sur son bureau. Ethan Cole, lut mon père en feuilletant les pages. Âge 32 ans, possède un appartement d'une chambre dans le Queens. Valeur 720 000 dollars. Gère un petit atelier de réparation automobile, Coles Custom Garage, avec un chiffre d'affaires annuel de 300 000 dollars, pas d'actifs significatifs, pas de liens familiaux notables, investissement minime. Il referma le dossier et me regarda. Quelque chose entre la déception et le dégoût dans son expression. C'est votre choix? Un mécanicien du Queens. C'est un homme bien. Les hommes bien ne bâtissent pas d'empire, Hélène. Ils se font écraser par eux. Il se leva et marcha vers la fenêtre. J'ai fait enquêter sur lui par le meilleur détective privé de la ville, Ethan Cole. Savez-vous ce qu'ils ont trouvé? Il marqua une pause. Rien. Pas de dette, pas de scandale, pas de secret, juste rien. Complètement ordinaire. Il plissa légèrement les yeux, tapotant le dossier avec son doigt. C'est ce qui me dérange le plus. Un homme sans histoire n'est jamais juste ordinaire. Peut-être que c'est exactement ce que je veux. Il se retourna, les yeux froids. Vous êtes une Armstrong. Vous n'avez pas le droit d'être ordinaire. Il ne veut rien de moi. Il ne se soucie pas de l'argent, du nom, de rien de tout ça. C'est ce que vous ne comprenez pas, mon père laissa échapper un rire sec et sans humour. Tout le monde veut quelque chose. La seule question est quand ils montrent leur jeu, il poussa le dossier vers moi. Mettez fin à ça maintenant avant de déshonorer davantage cette famille. Je laissai le dossier sur son bureau et sortis sans dire un mot de plus. L'enquêteur de mon père n'avait rien trouvé parce qu'Ethan avait veillé à ce qu'il n'y ait rien à trouver. Il avait été prudent, extrêmement prudent. Ethan m'a demandé en mariage un dimanche matin tranquille. Nous étions dans son appartement du Queens, petit mais impeccable. La lumière du soleil entrait par des fenêtres qu'il avait clairement nettoyées lui-même. Il a préparé des crêpes légèrement trop cuites sur les bords et a fait glisser une boîte en velours sur le comptoir vers moi. À l'intérieur se trouvait une bague, simple, élégante, un diamant serti sur une bague en or qui captait la lumière comme une petite étoile. Je sais que je ne suis pas ce que votre famille avait en tête, a-t-il dit doucement. Je sais que je ne peux pas offrir de pantoufles ou de jet privé, mais je peux vous promettre ceci, je n'essaierai jamais de vous contrôler. Je ne vous ferai jamais sentir petite et je passerai chaque jour à essayer de vous rendre heureuse. J'ai dit oui avant même qu'il ne puisse finir. Cette nuit-là, j'ai appelé ma mère. 2 mois, lui ai-je dit. Nous nous marions dans 2 mois. Je voulais que vous l'entendiez de ma bouche en premier. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Tu me tues, Hélène. Sa voix se brisa. Trop parfaitement, trop délibérément. Tu me tues absolument. As-tu la moindre idée de ce que cela va faire à ton père? À notre réputation? Je me marie, maman. À quelqu'un que j'aime. L'amour? Elle cracha presque le mot. Tu penses que l'amour paie ton style de vie? L'amour maintient ton statut social intact? 1 heure plus tard, mon frère Logan m'a envoyé un SMS, j'ai entendu dire que tu épousais un mécanicien fauché. Mouvement audacieux, ça. J'ai hâte de te voir te dégrader dans le Queens. Je n'ai pas répondu. L'appel de mon père est venu en dernier. Sa voix était glaciale. Tu veux un mariage? Bien. Je te donnerai un mariage. Une pause. Un que tu te souviendras toute ta vie.
J'aurais dû reconnaître l'avertissement enfoui dans ces mots, mais j'étais trop heureuse pour remarquer la lame aiguisée derrière eux. Le premier coup est venu à la boutique de mariée de Soho. J'avais rendez-vous pour essayer des robes. Rien d'excessif selon les normes Armstrong, juste une Vera Wang classique dont je rêvais. La conseillère, une femme qui avait assisté ma mère pendant des années, m'a accueilli avec un sourire serré et mal à l'aise. « Je suis désolé, mademoiselle Armstrong, mais il semble y avoir un problème avec votre compte. Ma carte a été refusée, puis ma carte de secours, puis la carte d'urgence que ma mère m'avait donnée au cas où. J'ai appelé la banque depuis le sol de la cabine d'essayage, entouré de couches de soie et de tulle que je ne pouvais soudainement plus me permettre. Je m'excuse, mademoiselle Armstrong, a dit la voix. Mais vos comptes ont été désactivés. Le titulaire principal du compte a retiré votre accès hier. Le titulaire principal du compte, mon père. J'y suis resté, en sous-vêtements, fixant mon téléphone tandis que la vérité s'installait sur moi comme quelque chose de lourd et d'étouffant. Ce n'était plus un avertissement. C'était une guerre financière. Ethan m'a retrouvé environ 1 heure plus tard, toujours assise dans la même pièce. Je lui avais envoyé un SMS, retenant les larmes que je refusais de laisser tomber en public. « Laisse-moi t'aider », a-t-il dit, tendant déjà la main vers son portefeuille. Non. Le mot est sorti plus sec que je ne le voulais. Je ne peux pas. Je dois trouver ça moi-même. Mais il a quand même sorti de l'argent. Une grosse liasse de billets de $100, au moins $2000, maintenus par un simple élastique. Beaucoup trop d'argent pour qu'un mécanicien puisse le transporter aussi nonchalamment. Je veux le faire, a-t-il dit simplement. Laisse-moi faire. J'ai fixé la liasse, trop épaisse, trop facile, et quelque chose a vacillé au bord de mes pensées, mais j'étais trop submergé pour y prêter attention. Pour la première fois en 28 ans, je me trouvais dans un endroit que je ne pouvais pas me permettre, et j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Sans l'argent de mon père, je ne savais pas qui j'étais, mais j'étais sur le point de le découvrir. Les retombées ont été rapides et précises. En 1 semaine, mon téléphone est devenu silencieux. Des amis que je connaissais depuis l'école préparatoire ont soudainement eu des conflits. Les déjeuners ont disparu. Les discussions de groupe sont devenues silencieuses. Puis sont venus les messages. Toujours polis, toujours distants, toujours lâches. Tellement désolé, chérie, mais ma mère dit que nous ne devrions pas être vus ensemble en ce moment. Tu sais comment fonctionnent les affaires. Xoxo. Salut Hélène, c'est gênant, mais mon père fait beaucoup d'affaires avec Armstrong Real Estate Group. Tu comprends, n'est-ce pas? Rien de personnel. Je ne peux juste pas prendre le risque. Bonne chance, cependant. 28 ans d'amitié. Chacune avait un prix que je ne justifiais plus. Chez Armstrong Real Estate Group, où je travaillais au marketing depuis 3 ans, les choses ont changé du jour au lendemain. Mes collègues évitaient le contact visuel. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Le bureau que j'avais gagné était soudainement nécessaire pour une restructuration. L'email des RH est arrivé un vendredi après-midi. Votre poste est actuellement en cours d'examen. Veuillez vous abstenir de responsabilités directes avec les clients jusqu'à nouvel ordre. Ils ne m'ont pas renvoyé. Ils se sont juste assurés que je comprenne exactement ma valeur. À travers tout cela, une personne n'a cessé de me contacter. Une avocate nommée Laura Bennett. Elle avait représenté ma grand-mère avant son décès il y a 2 ans. Mademoiselle Armstrong, disait son message vocal, il y a une affaire concernant la succession de votre grand-mère qui requiert votre attention. Veuillez me contacter dès que possible. J'ai sauvegardé le message, mais je n'ai jamais rappelé. J'étais trop occupé à me noyer pour remarquer la bouée de sauvetage qui m'était lancée. Cette nuit-là, j'ai parcouru Instagram et j'ai vu Logan à une fête sur un toit, entouré de tous mes anciens amis. Champagne, vue sur la ville, rires insouciants. Ma mère avait commenté, tellement fière de mon fils. La famille, c'est tout. Le message ne pouvait pas être plus clair. Je ne faisais plus partie de la famille. Ethan nous a trouvé un appartement à Brooklyn. Ce n'était rien comme le Penthouse où j'avais grandi. Pas de portier, pas de sol en marbre, pas de vue imprenable sur Central Park. Juste un lumineux 2 pièces dans une maison en pierre brune avec des planchers grinçants et un petit balcon donnant sur un jardin communautaire tranquille. Ce n'est pas grand-chose, a-t-il dit,
observant ma réaction alors que j'entrais dans l'espace vide. Mais c'est le nôtre, à personne d'autre. Et j'ai commencé à pleurer. Non pas parce que j'étais déçu, mais parce que je ressentais un soulagement. Ici, l'ombre de mon père ne pouvait pas me suivre. Ici, je pouvais enfin respirer. Ethan m'a serré dans ses bras alors que je m'effondrais. Des années de pression se déversaient d'un seul coup. Il n'a pas essayé de tout réparer. Il n'a pas promis de solution ou de sauvetage. Il est juste resté. Au cours des semaines suivantes, j'ai envoyé des CV à toutes les agences de marketing que j'ai pu trouver en ville. Les rejets sont arrivés rapidement, trop rapidement. D'une manière ou d'une autre, tous les endroits où j'ai postulé étaient déjà au courant de la situation Armstrong. Des portes se sont fermées avant même que j'ai eu la chance de frapper. Je vais trouver quelque chose, ai-je dit à Ethan un soir devant un plat à emporter, les contenants étalés sur notre table de cuisine d'occasion. Je dois le faire seul. Il a hoché la tête. Je sais, mais je suis là si tu as besoin de moi. Cette nuit-là, je me suis réveillé vers 2 heures du matin et j'ai remarqué que son côté du lit était vide. Par la porte légèrement ouverte, je l'ai vu dans le salon, téléphone pressé contre son oreille, parlant d'une voix basse et urgente. Les projections trimestrielles doivent être ajustées avant la réunion du conseil d'administration. Non, ne le confiez pas à Williams. Je m'occuperai moi-même de la révision technique. J'ai dû faire du bruit parce qu'il s'est retourné, m'a vu, et a rapidement mis fin à l'appel. Je vous rappelle, a-t-il dit au téléphone avant de raccrocher. Du travail, a-t-il ajouté avec un petit sourire. Retourne dormir. J'ai hoché la tête et suis retourné au lit, mais je suis resté éveillé pendant des heures, fixant le plafond. Depuis quand les mécaniciens parlent-ils de réunion de conseil d'administration? Et depuis quand les gens au bout du fil ont-ils l'air de lui obéir? Une semaine avant le mariage, mon père est apparu. Je ne l'avais pas revu depuis que j'avais quitté son bureau. Maintenant, il se tenait dans l'embrasure de la porte de notre appartement de Brooklyn, son costume Tom Ford semblant absurdement déplacé, comme un diamant tombé dans le sable. Son regard balaya notre modeste salon comme s'il pouvait le contaminer. « Je suis ici pour vous faire une offre, » dit-il, omettant toute forme de salutation. Ethan se tenait à mes côtés, silencieux, observateur. Mon père sortit son chéquier. 5 millions de dollars. Annuler le mariage. Rentrer à la maison. Nous ferons comme si cette phase n'avait jamais eu lieu. Je fixai le chèque en blanc. 5 millions. Plus d'argent que je ne pourrais réalistement gagner seul dans toute une vie. Assez pour recommencer n'importe où. Non. 10 millions. Sa plume plana. Dernière offre. Je ne suis pas à vendre, papa. Son expression s'assombrit instantanément. Alors vous êtes une folle. Et quand ce mariage s'effondrera, parce qu'il le fera, ne revenez pas en rampant. Vous n'aurez rien. Pas d'héritage, pas de fonds fiduciaires, pas d'action, pas de nom Armstrong pour vous protéger. Il jeta un regard à Ethan avec un mépris ouvert. Vous ne serez personne, comme lui. Ethan n'avait pas bougé. Il se tenait là, les mains détendues le long du corps, son expression calme, presque étrangement calme. Monsieur Armstrong, dit-il doucement. Je pense qu'il est temps pour vous de partir. Oh, le mécanicien parle. Mon père laissa échapper un rire aigu. Profitez en tant que vous le pouvez, mon garçon. Quand la réalité s'installera et qu'elle réalisera ce qu'elle a abandonné, elle vous en voudra. Je ne pense pas qu'elle le fera. Quelque chose passa entre eux. Quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. Pendant une fraction de seconde, la confiance de mon père vacilla. Puis elle disparut. Il se retourna et sortit sans un mot de plus. Il va gâcher le mariage, murmurai-je. Ethan me prit la main. Laisse-le essayer. Notre mariage devait être petit. Nous avions prévu quelque chose de simple, une cérémonie intime au Dumbo Waterfront Restaurant. 50 invités, principalement d'anciens collègues restés fidèles, et quelques amis d'Ethan du garage. Pas de spectacle, juste quelque chose de réel, à nous. Mais quand nous sommes arrivés, il y avait déjà plus de 300 personnes à l'intérieur. Elles remplissaient chaque recoin de l'espace, débordant sur la terrasse. Des femmes en Chanel et Oscar de la Renta. Des hommes en costume sur mesure qui coûtaient plus que notre loyer. Le monde de mon père, non invité et entièrement aux commandes.
ma mère était assise au premier rang, s'essuyant les yeux. Logan faisait défiler son téléphone, l'air ennuyé. Et au centre de tout cela se tenait mon père. Costume 3 pièces marron, champagne à la main, souriant comme s'il possédait tout parce que dans son esprit, c'était le cas. Surprise, ma chérie. Il m'embrassa la joue avant que je ne puisse me reculer. Tu ne pensais pas que je manquerais le mariage de ma fille unique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je exigé. Que as-tu fait? Je te l'ai dit, dit-il, son sourire mince et froid. Je te donnerai un mariage que tu n'oublierais jamais. Considérez-le comme mon cadeau. J'ai regardé autour de moi. L'élite de Manhattan, les partenaires commerciaux, les reporters mondains tenant déjà leur téléphone, et tout m'a frappé d'un coup. Il avait transformé mon mariage en une performance, une scène, et il prévoyait de contrôler tout le récit. Ethan me serra la main. On peut partir tout de suite. Dis juste le mot. J'ai regardé la foule, l'expression triomphante de mon père, l'hôtel que nous avions choisi ensemble. Non, j'ai relevé le menton. Nous nous marions aujourd'hui. Quoi qu'il prépare, nous l'affronterons ensemble. Je n'avais aucune idée jusqu'où il était prêt à aller. Mon père attendit que la cérémonie soit terminée. Nous avons prononcé nos vœux, Ethan, calme et sincère, moi tremblante d'émotion. L'officiant nous déclara mari et femme. Et pour un bref et parfait instant, malgré tout, j'étais heureuse. Puis j'ai entendu le tintement aigu d'un verre. Mon père se leva. Un verre de Dom Pérignon à la main. Toute la pièce se tut. 300 personnes se tournèrent vers lui comme un public attendant que quelque chose se brise. Un toast, annonça-t-il, sa voix portant sans effort à travers la pièce. À ma fille et à son mari. La pause avant, Marie, était lourde de mépris. J'ai tout bâti de rien, continua mon père, arpentant lentement le centre de la pièce. Chaque dollar, chaque transaction, chaque opportunité gagnée par le sang et le sacrifice. Et j'ai toujours cru qu'un jour ma fille épouserait quelqu'un digne de cet héritage. Il s'arrêta à notre table, regardant Ethan comme s'il inspectait quelque chose de désagréable collé à sa chaussure. Au lieu de cela, elle a choisi ceci, un mécanicien du Queens, un parasite n'ayant rien à offrir que des mains rudes et des poches vides. Une vague de halètements parcourut la foule. Quelqu'un laissa échapper un rire gêné. Les téléphones commencèrent à se lever, enregistrant tout. Alors, dit-il, la voix froide comme l'acier. J'ai une annonce à faire. La pièce se figea complètement. À partir de ce moment, Helen Armstrong n'est plus ma fille. Elle est retirée de mon testament, coupée de son fonds fiduciaire et déchue de toute prétention au groupe immobilier Armstrong. Il se tourna vers l'auditoire, les bras écartés comme s'il donnait une grande leçon. Que ce soit clair. Quand vous choisissez la pauvreté plutôt que la famille, vous obtenez exactement ce que vous méritez. Il vida son champagne d'un seul trait, posa le verre sur notre table et sourit. Félicitations, ma chérie. Tu as enfin eu ce que tu as demandé. Le silence qui suivit fut suffocant. Ethan ne réagit pas, pas même un battement de cils. Il se leva lentement, ajustant sa cravate, une simple cravate bleu marine, rien de tape à accent grave-l'œil, et fit face à mon père avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Calme, contrôlé, presque amusé. Merci d'être venu, monsieur Armstrong, dit-il d'une voix égale, et merci pour votre bénédiction. Mon père ricana. Bénédiction? Je viens de vous dire que vous n'obtiendriez rien. Je vous ai entendu. Ethan s'approcha jusqu'à ce qu'ils soient face à face. Et je veux que vous compreniez. Nous n'en avons pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Mon père laissa échapper un rire moqueur et aigu. Vous possédez un garage qui vaut moins que ma montre. Vous vivez dans une boîte à chaussures. Qu'avez-vous exactement à offrir à ma fille? Ethan sourit, un petit sourire tranquille qui me glaça le sang et, pour la première fois, sembla troubler mon père. Quelque chose de plus précieux que l'argent, monsieur Armstrong. Il me jeta un coup d'œil. Je l'ai elle. Quelque part dans la foule, un homme plus âgé se leva. Cheveux argentés, posture droite, un costume qui parlait de richesse discrète et sérieuse. Il observait l'échange attentivement, un léger sourire complice sur ses lèvres. Je l'avais remarqué plus tôt parmi les invités d'Ethan, mais je n'avais pas pensé à demander qui il était. Les yeux de mon père se posèrent sur lui, puis revinrent à Ethan.
Pendant une fraction de seconde, quelque chose se brisa dans son expression. Du doute, peut-être. Le sentiment inconfortable qu'il manquait quelque chose d'important. Profitez de votre pauvreté, lança mon père. Quand elle sera fatiguée de se battre, et elle le sera, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. La vraie richesse ne se mesure pas en compte bancaire, monsieur Armstrong, dit Ethan doucement, sa voix assez basse pour que seuls nous puissions l'entendre. Mais vous comprendrez cela bientôt. Mon père rit de nouveau, mais cette fois le son était creux. Il n'avait aucune idée à quel point ces mots s'avéreraient vrais. Sa performance était terminée. C'était maintenant mon tour. J'ai pris la main d'Ethan et me suis tourné vers la salle. 300 personnes attendaient que je craque. Les mondains en robe de créateur. Les hommes d'affaires calculant déjà ma chute. Les reporters prêts à pondre des titres avant même la fin de la soirée. Ils s'attendaient à des larmes. Des excuses. Une reddition. Ils ne me connaissaient pas du tout. Mon père croit que l'argent est tout, dis-je, ma voix traversant le silence. Il croit que l'amour est une transaction. Que la famille n'est qu'un autre arrangement commercial. Que les gens sont soit utiles, soit jetables. J'ai regardé ma mère, qui ne pouvait pas me regarder dans les yeux, Logan, toujours collé à son téléphone, la foule venue assister à mon humiliation comme à un divertissement. J'ai cru ça aussi. J'ai passé 28 ans à essayer d'être précieuse à ses yeux. Les bonnes écoles, le bon diplôme, la bonne image, la bonne vie. J'ai laissé échapper un petit souffle. Et savez-vous ce que j'ai eu? Adéquate, acceptable, jamais assez. La mâchoire de mon père se serra, mais il ne dit rien. Aujourd'hui, j'ai choisi quelque chose de différent. J'ai serré la main d'Ethan. J'ai choisi d'être aimé pour qui je suis, pas pour ce que je vaux. Et si cette décision m'a coûté tout ce que j'étais censé hériter, alors ce n'était jamais vraiment à moi de toute façon. Je me suis tourné vers la foule. Certains avaient l'air mal à l'aise, d'autres bougeaient. Si quelqu'un est venu ici en s'attendant à une tragédie, je suis désolé de vous décevoir. J'ai souri. C'est une célébration. J'ai fait un léger geste vers la sortie. Si vous voulez partir, la porte est juste là, mais si vous voulez rester et réellement célébrer avec nous. J'ai relevé le menton. Bienvenue à notre mariage. Environ 30 personnes se sont levées et sont parties, mais près de 270 sont restés, même certains des propres invités de mon père. Ils ne s'y étaient pas attendus. Mon père est sorti en furie, ma mère et Logan se précipitant derrière lui. La porte n'avait même pas complètement claqué que l'atmosphère a changé comme une tempête se dissipant enfin. Quelqu'un a commencé à applaudir, puis de plus en plus de monde jusqu'à ce que toute la pièce soit remplie d'applaudissements réels et sincères. Le DJ, figé jusqu'à ce moment-là, a enfin lancé la musique. La musique a inondé l'espace. Et tout d'un coup, notre mariage est redevenu le nôtre. Le gâteau venait d'une petite boulangerie de Brooklyn. 3 étages de crème au beurre vanille qui avait meilleur goût que n'importe quelle création de designer hors de prix que j'avais jamais mangé lors d'événements mondains. Ethan et moi l'avons coupé ensemble, riant quand du glaçage s'est retrouvé sur son nez. Des regrets, a-t-il demandé alors que nous nous balancions sur la piste de danse, ma tête reposant contre sa poitrine. Pas un seul. Même après tout ça. Je me suis reculé et les regardé. Cet homme qui s'était tenu à mes côtés tandis que mon père essayait de nous déchirer, qui n'avait jamais élevé la voix, jamais perdu le contrôle, surtout après tout ça. J'ai levé la main, caressant sa joue. Tu n'as même pas bronché. Quelque chose a changé dans ses yeux. Une ombre, un secret. J'ai eu affaire à pire que votre père. J'ai légèrement froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas répondu à ma question. Au lieu de cela, Ethan s'est penché et a pressé un doux baiser sur mon front. Un jour, je te raconterai tout, a-t-il murmuré. Je te le promets. La nuit s'est terminée en musique, en rire, et avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les gens qui sont restés, ceux qui comptaient vraiment, nous ont entourés de chaleur et de bonheur authentique. Mais alors qu'Ethan me tenait près de lui pendant la dernière danse, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait plus, quelque chose qu'il ne me disait pas. L'homme plus âgé de tout alors l'avait approché avant de partir, lui serrant la main avec une familiarité discrète, comme s'il partageait quelque chose de tacite. Puis il y a eu les appels tard le soir,
les discussions sur les réunions de conseil d'administration, qui que mon mari soit vraiment. J'avais l'étrange sensation de n'en voir que la surface. La véritable histoire n'avait même pas encore commencé. La phase de lune de miel a duré environ 6 semaines. Pas l'amour. Ethan et moi étions plus forts que jamais, apprenant à construire une vie ensemble dans notre petit appartement de Brooklyn. Non, ce qui a pris fin, c'est mon espoir de trouver un emploi. J'avais postulé à 43 postes en marketing dans toute la ville. Niveau débutant, niveau intermédiaire, tout ce qui correspondait à mon MBA et à mes 3 ans d'expérience. Chaque candidature a été rejetée. La plupart ne se sont même pas donné la peine d'un entretien. Pendant un instant, j'ai vraiment cru que je pouvais le faire seul. L'une d'elles m'a presque embauché. L'entretien s'est déroulé parfaitement. Le responsable du recrutement a souri, m'a serré la main et a dit « Nous vous contacterons ». 2 heures plus tard, j'ai reçu l'email de refus. Aucune explication, pas même une raison, juste une ligne froide. Nous avons décidé de poursuivre avec un autre candidat. Cette nuit-là, j'ai découvert pourquoi. L'entreprise venait de signer un nouvel accord de développement avec Armstrong Real Estate Group. Mon père à Manhattan, la nouvelle se répand vite. Et dans le monde de mon père, l'influence n'ouvrait pas seulement des portes, elle les fermait discrètement aussi. Le nom Armstrong, qui ouvrait autrefois toutes les portes, les claquait maintenant. Personne ne voulait risquer de contrarier Benjamin Armstrong en embauchant sa fille reniée. Peut-être que je devrais chercher en dehors de la ville, ai-je dit un soir, fixant un autre email de refus qui brillait sur mon écran. Une autre porte fermée. Ethan se tenait tranquillement près de la fenêtre. Ou peut-être que tu ne devrais travailler pour personne d'autre. J'ai laissé échapper un rire amer. Je ne peux pas exactement créer ma propre entreprise en ce moment. J'ai peut-être $3000 à mon nom. Parfois, c'est suffisant. Dans quel monde ? Il ne répondit pas. Il me regarda juste avec ses yeux marrons constants. Des yeux que je commençais à réaliser contenaient bien plus qu'ils ne révélaient. Nos économies ont commencé à diminuer. J'ai insisté pour payer la moitié des factures. Une partie de moi avait besoin de prouver que je n'étais pas simplement prise en charge. Ethan n'a jamais argumenté, jamais poussé, jamais intervenu pour arranger les choses, même s'il aurait clairement pu le faire. Il respectait ma fierté, même quand cela rendait la vie plus difficile. Mais à 3 heures du matin, quand le sommeil ne venait pas, le doute s'insinuait. Et si mon père avait raison ? Et si je ne pouvais pas survivre sans le nom Armstrong ? Et si j'avais tout gâché pour un homme que je ne comprenais pas entièrement ? Une nuit, Ethan m'a trouvé sur le balcon, enveloppé dans une couverture, pleurant silencieusement en regardant les lumières de la ville. « Dis-moi ce dont tu as besoin », a-t-il murmuré. Je ne sais plus. 3 mois après le mariage, mon téléphone s'est illuminé avec le nom de ma mère. J'ai failli l'ignorer, mais une partie de moi, faible, pleine d'espoir, voulait encore croire. Ma chérie, dit-elle, sa voix douce et mielleuse, de cette manière calculée qu'elle avait toujours quand elle voulait quelque chose. Comment vas-tu ? Nous nous sommes tellement inquiétés. Vraiment ? Bien sûr, tu es toujours ma fille, quoi que ton père en dise. Une pause. Mesurée, stratégique. Tu sais, il n'a pas encore officiellement mis à jour le testament. Il est encore temps si tu es prête à reconsidérer. Reconsidérer mon mariage. Reconsidérer tes décisions. Tu as fait valoir ton point de vue, Hélène. Nous comprenons que tu voulais ton indépendance. Mais sûrement tu as réalisé maintenant que cet homme ne peut pas te donner la vie que tu mérites. J'ai pensé à Ethan me préparant le café tous les matins exactement comme je l'aimais. À la façon dont il me tenait quand les emails de refus s'accumulaient. À la façon dont il croyait en moi quand je ne pouvais pas croire en moi-même. Je pense qu'il l'a déjà fait. Elle expira brusquement. Tu me tues, Hélène. Chaque jour que tu passes avec lui est un jour de plus où tu gâches ton avenir. Le coup suivant vint de l'Instagram de Logan. Une fête sur un toit. Champagne. La skyline de Manhattan brillant derrière lui. Mes anciennes amies riant comme si rien n'avait changé. Légende, certaines personnes choisissent l'amour plutôt que le luxe. J'espère qu'elles apprécient leur liberté. Les commentaires étaient brutaux. Des émojis rieurs, des blagues privées dont je faisais partie. Ma mère avait aimé la publication.
Ethan rentra ce soir-là et me trouva fixant mon téléphone, les larmes coulant silencieusement sur mon visage. Il le prit doucement de mes mains et lut le message. Un instant, sa mâchoire se serra. Le premier véritable éclair de colère que j'ai jamais vu de sa part. Ils vont réécrire cette histoire bientôt, dit-il calmement. Je te le promets. Comment peux-tu en être si sûr? Il ne répondit pas. Il m'embrassa simplement le front à nouveau. 4 mois après le mariage, la lettre arriva. Papier épais couleur crème. En tête d'Armstrong Real Estate Group. Un sceau de cabinet d'avocat pressé en or. Chère mademoiselle Armstrong. Cette lettre constitue une notification formelle que Benjamin Armstrong a exécuté des amendements à son testament. Vous avez été définitivement retiré en tant que bénéficiaire. Votre précédente allocation de 20% des participations du groupe immobilier Armstrong, actuellement évaluée à environ 520 millions de dollars, a été réaffectée. De plus, le compte fiduciaire numéro 47 891 établi à votre nom a été dissous. Ces modifications sont finales et irrévocables. 520 millions de dollars partis avec une signature. Je me suis assise sur notre petit balcon alors que le soleil se couchait derrière Brooklyn, regardant le ciel passer de l'or au violet profond, puis à l'obscurité. Pendant 28 ans, cet argent avait toujours été là. Je ne l'avais jamais vraiment voulu. Mais c'était un filet de sécurité dont je ne réalisais même pas que je dépendais. Et maintenant, il était parti. J'étais en chute libre. Ethan m'y a trouvé des heures plus tard, la lettre froissée dans mes mains, le visage gonflé de larmes. J'ai vu l'enveloppe, a-t-il dit doucement, s'asseyant à mes côtés. Je suis désolé. Je me fiche même de l'argent, j'ai laissé échapper un rire creux. C'est l'ironie. Je ne m'en suis jamais soucié, mais de savoir qu'il pouvait simplement m'effacer comme ça, comme si je n'avais jamais existé. Ethan est resté silencieux un long moment. J'ai quelque chose à te dire, a-t-il dit finalement. Quelque chose que j'attendais le bon moment pour partager. Il m'a pris la main. Mais pas encore. Dans quelques mois, il y a un événement. J'ai besoin que tu me fasses confiance jusqu'à ce moment-là. Quel genre d'événement? Le genre qui change tout. Il m'a regardé droit dans les yeux. Peux-tu attendre si longtemps? Je ne comprenais pas, mais je lui faisais confiance. Oui. Le lendemain, j'ai enfin rappelé Laura Bennett. Son bureau était niché dans une maison de ville de l'Upper West Side, calme, discret, le genre d'espace de vieille richesse rempli d'étagères en acajou et de fauteuils en cuir usé qui avaient été témoins de décennies de conversations privées. Merci d'être venue, Madame Cole, dit Laura Bennett avec un sourire chaleureux, insistant subtilement sur mon nom de femme mariée. Votre grand-mère serait très fière de vous. Entendre mentionner grand-mère Evelyn Thornton me serra quelque chose dans la poitrine. Elle était décédée il y a 2 ans. La seule personne de ma famille qui m'avait jamais vraiment vu pour qui j'étais. Vous avez dit que c'était à propos de sa succession. Laura hocha la tête et fit glisser un dossier sur le bureau. Avant son décès, Evelyn Thornton a créé une fiducie distincte, complètement indépendante de tout ce que votre père contrôle. Elle m'a demandé de vous en parler seulement après que vous ayez épousé quelqu'un de votre propre choix, sans son approbation. Je la regardais. Elle savait, Hélène. Elle comprenait exactement quel genre d'homme était son gendre, et elle voulait s'assurer que vous auriez toujours des options. Laura ouvrit le dossier. La fiducie contient $1 million d'actifs diversifiés. Elle est devenue la vôtre au moment où vous avez épousé Ethan Cole. $1 million, le dernier cadeau de ma grand-mère. À l'intérieur du dossier se trouvait une lettre écrite de sa main élégante et familière. Ma chère Hélène, si tu lis ceci, cela signifie que tu as enfin choisi ta propre voie. Je suis si fier de toi. Ton grand-père et moi avons construit notre vie sur l'amour, pas sur l'argent. Nous avons commencé avec rien et avons fini avec tout parce que nous avions l'un l'autre. Cet argent n'est pas destiné à te rendre riche. Il est destiné à te rendre libre. Utilise-le pour construire la vie que tu veux et ne laisse jamais personne te dire ce que tu vaux. Avec tout mon amour, grand-mère Evelyn Thornton. J'ai pleuré dans ce bureau pendant 20 minutes. Mais pour la première fois depuis des mois, c'était des larmes d'espoir. 5 mois après le mariage, j'ai lancé Thornton & I Marketing, du nom de jeune fille de ma grand-mère. Un choix délibéré, une rupture nette avec l'héritage Armstrong. J'ai loué un petit bureau dans un espace de coworking à Soho,
j'ai conçu ma propre identité de marque et j'ai contacté tous les propriétaires de petites entreprises que j'avais jamais rencontrés, quiconque en dehors du monde de mon père. Mon premier client a été un café à Williamsburg, Brooklyn, le même où j'avais rencontré Ethan. Ils avaient besoin d'aide avec les médias sociaux, et je leur ai facturé la moitié de mon tarif habituel juste pour bâtir un portfolio. Le second était une librairie vintage dans le village, puis un restaurant familial dans le Queens, puis une start-up à Jersey City. L'élan ne venait pas de connexions élitistes. Il venait de vraies personnes, de vrai travail. La nouvelle s'est répandue, non pas dans la haute société de Manhattan, mais dans la version de New York qui jugeait réellement les résultats, pas les noms de famille. En 2 mois, j'avais plus de clients que je ne pouvais en gérer seul. Je bâtissais quelque chose qui m'appartenait entièrement. Je suis fier de toi, me dit Ethan un soir, me regardant travailler sur une campagne à notre table de cuisine. Je n'aurais pas pu faire ça sans la confiance de ma grand-mère, ou sans que tu crois en moi quand je ne croyais pas en moi-même. Il me fit ce sourire calme et entendu. Tu aurais trouvé un moyen. La même semaine, j'ai reçu un email qui m'a glacé. Objet, demande de partenariat marketing à elixen.com, chère Madame Thornton, Elixen Technologies est intéressée par l'exploration d'un partenariat marketing potentiel avec votre entreprise. Nous avons été impressionnés par votre travail avec les entreprises émergentes et pensons que votre approche correspond à nos valeurs de marque. Veuillez nous contacter dès que possible. Cordialement, Division Marketing d'Elixen Technologies. Je n'avais jamais entendu parler d'Elixen Technologies, mais une recherche rapide m'a appris tout ce que je devais savoir. C'était l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide du pays, ce qui rendait très étrange qu'elle ait trouvé ma petite entreprise. Très étrange. Je n'ai pas fait le lien tout de suite, mais ce mois-là, l'actualité économique était dominée par une seule histoire. Elixen Technologies recherchait des partenaires immobiliers pour construire un immense centre de données sur la côte est. L'accord valait 220 millions de dollars. Tous les grands promoteurs de New York se le disputaient, y compris, sans surprise, mon père. Bien sûr, Logan a posté à ce sujet. Une photo de Benjamin Armstrong serrant des mains lors d'une conférence de haut niveau. Légende, papa sur le point de conclure le plus gros accord de la décennie. Armstrong Real Estate Group plus Elixen Technologies égale invincible. J'ai fait défiler sans trop y penser, mais quelques jours plus tard, Ethan est rentré avec un air étrange sur le visage. Tu as vu les nouvelles sur Elixen, le projet de centre de données? Oui, c'est partout, dis-je, levant les yeux de mon ordinateur portable. Pourquoi? Sans raison. Mais il souriait. Ce même petit sourire indéchiffrable. Juste intéressant que ton père le veuille si désespérément. Tout est une compétition pour lui. Il n'a probablement même pas besoin de l'argent. Il veut juste gagner. Ethan s'est assis à côté de moi. Et si je te disais qu'il ne va pas y arriver? J'ai froncé les sourcils. Comment le saurais-tu? Parce que je connais celui qui dirige Elixen. Une sensation de froid me parcourut l'échine. Ethan. Il me prit doucement la main. Il y a un gala le mois prochain, l'événement de la Tech Charity Foundation au mai. Elixen est le sponsor principal, il marqua une pause. Et leur PDG fera une rare apparition publique. D'accord. Tu veux que je vienne avec toi à un gala technologique? Ethan, je ne connais personne dans ce monde. Il leva ma main et l'embrassa doucement. Tu me connais. La façon dont il le dit, comme si cela signifiait plus que ce que je comprenais, fit battre mon cœur. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Tout. Il sourit faiblement. Et bientôt, je te le promets. 2 semaines avant le gala, Ethan m'a fait asseoir. C'était un dimanche matin. Il avait encore fait des pancakes, notre petite tradition tranquille, et l'appartement sentait le sirop d'érable et le café. Mais son expression était sérieuse, plus sérieuse que je ne l'avais jamais vue. J'ai quelque chose à te dire, a-t-il dit. Et j'ai besoin que tu me laisses finir avant de réagir. Mon estomac s'est serré. D'accord. Le garage est réel. Je possède bien le Coles Custom Garage, et j'y répare des voitures quand je peux. Il a pris une lente inspiration. Mais ce n'est pas ce que je fais pour vivre, a-t-il dit. C'est un passe-temps, un moyen de garder les pieds sur terre. Les pieds sur terre par rapport à quoi? Par rapport à l'autre partie de ma vie.
Il a soutenu mon regard. Je travaille dans la technologie, Hélène. Je ne suis pas seulement un mécanicien. Je suis profondément impliqué dans l'industrie. Je l'ai regardé, essayant de comprendre. Qu'est-ce que profondément impliqué signifie? Cela signifie que je ne suis pas pauvre. Une pause. Loin de là. Il passa une main dans ses cheveux. Nerveux. J'ai réalisé à ce moment-là que je ne l'avais jamais vu nerveux auparavant. Je t'ai caché la vérité parce que j'avais besoin de savoir quelque chose, a-t-il dit doucement. J'avais besoin de savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Ethan, tu me fais peur. Dis-moi juste. Pas encore. Pas tout. Je veux que tu le vois par toi-même au gala. Il a fouillé dans sa poche et a sorti une épaisse enveloppe. Une calligraphie élégante était écrite sur le devant. Ceci est votre invitation. Accès VIP, mon invité. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une lourde carte crème gravée en or. La Tech Charity Foundation vous invite cordialement à son gala annuel. Invité d'honneur, Ethan Cole. Invité d'honneur Ethan. Ma voix sortait à peine. Qui êtes-vous? Il s'approcha, me caressant doucement le visage, ses yeux plus ouverts, plus vulnérables que je ne l'avais jamais vu. Je suis l'homme qui t'aime, a-t-il dit doucement. Tout le reste n'est que détail. Les 2 semaines précédant le gala ont été surréalistes, comme si je vivais à l'intérieur d'une question à laquelle je ne pouvais pas répondre. J'ai cherché le PDG de Helixen Technologies de manière obsessionnelle. Les résultats étaient frustrants vagues. L'entreprise était connue pour son secret. Aucune apparition publique, aucune interview, aucune identité claire, juste une réputation d'innovation révolutionnaire et un fondateur qui restait complètement invisible. Un article de Forbes d'il y a 6 mois revenait sans cesse. Le milliardaire que personne n'a vu, dans le monde du fondateur fantôme de Helixen. Pas de nom, pas de visage, seulement des spéculations sur un jeune génie de la technologie qui avait discrètement bâti un empire de plus de 4 milliards de dollars tout en restant invisible. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Ethan, les appels tard le soir, les discussions sur les réunions de conseil d'administration, le langage technique que je ne comprenais pas, l'argent qu'il portait si nonchalamment. L'homme plus âgé à notre mariage qu'il avait regardé avec un respect silencieux. Toutes les pièces étaient là. J'avais juste été trop proche pour voir l'ensemble du tableau. La nuit précédant le gala, Ethan m'a donné une robe. Valentino, noire, élégante. Elle coûtait probablement plus que notre loyer mensuel. Je n'ai pas demandé combien. Je commençais à comprendre. L'argent n'avait jamais été un problème pour lui. « Es-tu en colère ?» demanda-t-il doucement. « Que je ne te l'ai pas dit plus tôt. » Je l'ai regardé. Cet homme que j'avais épousé. Cet homme que je commençais à peine à vraiment comprendre. Je ne sais même pas ce que je ressens, ai-je admis. Tu m'as menti. J'ai protégé quelque chose d'important, a-t-il dit, il y a une différence. Est-ce le cas? Il a hoché la tête. Demain, tu comprendras tout et tu pourras alors décider ce que tu ressens. Il s'est penché et m'a embrassé le front. Quoi que tu décides, je ne te blâmerai pas, j'ai à peine dormi cette nuit-là. Dans quelques heures, je retournerai dans un monde que je pensais avoir laissé derrière moi et je découvrirai que mon mari, l'homme que mon père avait traité de bon à rien, était tout autre chose. Le Metropolitan Museum of Art avait été transformé. Des lustres en cristal pendaient dans la grande salle comme des constellations gelées. 500 des personnes les plus puissantes de la technologie, de la finance et des médias évoluaient sous les chefs d'œuvre de la Renaissance. Les verres de champagne captaient la lumière. Les femmes portaient de la haute couture. Les hommes portaient le pouvoir comme une seconde nature. Et d'une certaine manière, tout le monde nous regardait. Je suis entré au bras d'Ethan, soudain consciente de la façon dont ma robe se comparait à la mer de luxe autour de moi. Mais Ethan, il se déplaçait dans la pièce comme s'il y appartenait. Les gens lui faisaient des signes de tête. Pas le genre de signe de tête poli, quelque chose de plus proche de la reconnaissance, pas négligemment. Avec respect. Ethan Cole salua un homme aux cheveux argentés, lui serrant fermement la main, j'attends l'annonce avec impatience. Sénateur Robert Hay, répondit Ethan avec aisance. Merci d'être venu. Sénateur. Ethan connaissait des sénateurs.
Nous n'avions même pas atteint le bar quand je les ai vus. Mon père, ma mère, Logan, debout près des présentoirs de l'enchère, s'occupant de la salle avec une aisance professionnelle. Les yeux de mon père balayèrent la foule, cherchant. Puis il me vit. Son expression changea rapidement. Confusion, reconnaissance, puis mépris. Il commença à marcher vers nous, ma mère se précipitant derrière lui. Hélène. Il s'arrêta juste devant nous, son sourire aigu, prédateur. Eh bien, c'est inattendu. Je ne savais pas qu'ils autorisaient les domestiques à de tels événements. Ethan ne réagit pas. Il le regarda simplement. Calme, indéchiffrable. Ne me dites pas que vous vous êtes incrusté à la fête, continua mon père, cherchant un public du regard. La sécurité devrait vraiment faire un meilleur travail de filtrage. Monsieur Armstrong. Une femme portant un casque apparut à ses côtés. Le PDG d'Elixen Technologies prendra la parole dans 15 minutes. Vous avez demandé une place à la table des sponsors. Oui. Oui. Il la congédia avec impatience, toujours avec un sourire narquois envers Ethan. J'ai une réunion importante après le discours. Si seulement il savait. Les lumières baissèrent. Un silence se fit dans la grande salle tandis que des écrans massifs s'animaient. Le logo de Elixen Technologies apparut, élégant, métallique, entrelacé de circuits, suivi de visuels impressionnants de leurs innovations. Systèmes autonomes, IA médicale, modélisation climatique. Mesdames et messieurs, annonça la présentatrice, sa voix résonnant dans la salle. Ce soir marque un moment historique. Pour la toute première fois, le fondateur et PDG d'Elixen Technologies s'adressera au public en personne. Une onde d'excitation parcourut la foule. Mon père se pencha en avant, ajustant sa cravate. Je l'entendis murmurer quelque chose à ma mère, planifiant déjà son approche. Cette entreprise a transformé l'intelligence artificielle dans toutes les industries, poursuivit la présentatrice. Leurs avancées ont remodelé la façon dont nous vivons, travaillons et nous connectons, et l'esprit derrière tout cela est resté caché jusqu'à présent. Ethan me serra la main. Tu es prête? Pourquoi? Il se tourna vers moi et sourit. Pas son sourire habituel et discret. Quelque chose de plus lumineux, de plus libre, pour que tout change. La voix de la présentatrice monta, résonnant dans le grand hall, captivant tous les regards dans la pièce. Veuillez accueillir le PDG et fondateur de Elixen Technologies, une entreprise évaluée à 7,2 milliards de dollars et récemment nommée par Forbes comme l'une des forces les plus influentes de la technologie moderne. Ethan relâcha lentement ma main. Pour la première fois de l'histoire, un battement. Ethan Cole. Pendant une seconde, personne ne bougea. Comme si la pièce elle-même avait besoin de temps pour traiter ce qu'elle venait d'entendre. Puis un murmure, confus au début, puis plus fort. Les gens se tournaient, chuchotaient, se regardaient les uns les autres, puis lui, puis de nouveau la scène, et puis la reconnaissance frappa comme une vague s'écrasant dans la pièce. Les applaudissements ne commencèrent pas seulement. Ils explosèrent. Le verre de champagne de mon père se figea en l'air à mi-chemin de ses lèvres. Pour la première fois de ma vie, il n'avait pas l'air puissant. Il avait l'air exposé. L'expression de ma mère s'effondra sous le choc pur. Le téléphone de Logan glissa légèrement de sa main. Et Ethan, mon mari, l'homme du Queens, le mécanicien que mon père avait rejeté comme n'étant rien, monta sur cette scène comme s'il en avait été le propriétaire toute sa vie. Les écrans massifs derrière lui s'illuminèrent. Ethan Cole, PDG et fondateur, Elixen Technologies. Je me tournai pour regarder mon père. Toute la couleur avait fui de son visage. Pas de colère, pas d'incrédulité, quelque chose de pire. Pour la première fois de ma vie, Benjamin Armstrong n'avait aucun contrôle sur la pièce. Ethan parla pendant près de 20 minutes d'innovation, de responsabilité, de l'avenir de l'intelligence artificielle et de ce que signifiait construire quelque chose qui comptait réellement. Il était posé, brillant, magnétique. Chaque mot portait. Chaque pause avait du poids. Le public n'écoutait pas seulement. Il se penchait en avant. Mais je n'ai pas entendu la majeure partie. Je ne pouvais pas parce que je regardais mon père. Benjamin Armstrong, l'homme qui avait dominé chaque pièce où je l'avais jamais vu entrer, était assis complètement immobile, comme si quelque chose en lui avait court-circuité. Ma mère n'arrêtait pas de chuchoter d'urgence,
lui touchant le bras, essayant de le ramener. Il ne réagissait pas. Logan ne faisait plus semblant. Il le fixait ouvertement. Quand Ethan eut fini, le silence dura une demi-seconde. Puis toute la salle se leva. Une ovation debout, 500 des personnes les plus puissantes du pays, applaudissant l'homme que mon père avait appelé « bon à rien ». Ethan parcourut la foule du regard, puis me trouva et me sourit, juste pour moi. Au moment où le discours s'est terminé, la salle s'est animée. Cadres, investisseurs, politiciens, médias. Tout le monde s'est dirigé vers lui en même temps, mais Ethan ne s'est pas arrêté. Il a traversé la foule, directement vers mon père. J'ai suivi, le cœur battant à tout rompre. Monsieur Armstrong, a dit Ethan calmement, professionnellement, comme s'il s'agissait d'une simple conversation d'affaires. Je crois que vous vouliez discuter d'un partenariat. Mon père a levé les yeux lentement. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Vous. Sa voix s'est brisée. Vous êtes le PDG de l'entreprise que je poursuis depuis 2 ans. Ethan a fouillé dans sa veste et a sorti une carte. Minimale, propre, absolue. Ethan Cole, Elixen Technologies. Il la lui tendit. Peut-être avez-vous entendu parler de nous. La main de mon père tremblait en la prenant. Plus tard, Forbes confirmerait ce que tout le monde à ce moment-là comprenait déjà. Ethan Cole valait 7,2 milliards de dollars. Mon mari valait le double de ce que mon père avait passé toute sa vie à construire. Le mécanicien était un milliardaire. À son crédit, mon père se remit rapidement. Le choc fondit en stratégie, la confusion en calcul. Le même sourire poli revint en place. Ethan, dit-il, s'avançant et tendant la main comme si rien ne s'était passé. C'est incroyable. Vraiment, j'ai toujours su qu'Hélène avait un jugement exceptionnel. Le mensonge était presque impressionnant. Ethan ne prit pas sa main. Vous m'avez traité d'ordure, monsieur Armstrong, dit-il d'une voix égale. Un parasite, un mécanicien sale. Vous avez dit que je n'avais rien à offrir à votre fille. C'était des circonstances. Les circonstances n'étaient pas claires. Vous devez comprendre. Rien n'a changé chez moi, coupa Ethan. Que je répare des voitures ou que je construise une entreprise, j'étais le même homme. Une pause. La seule différence. Son regard s'aiguisa. C'est la façon dont vous avez choisi de me valoriser. Puis il prit la main de mon père, non pas pour la serrer, mais pour y presser fermement la carte. Et cela en dit plus sur vous que sur moi. Autour de nous, les téléphones étaient déjà levés, les murmures se propageaient, les yeux rivés sur chaque seconde. Le sourire de mon père se resserra au coin. Parlons en privé, dit-il rapidement. L'accord sur le centre de données. Nous pouvons encore parvenir à un accord qui profite aux deux parties. J'ai déjà pris ma décision, la voix d'Ethan porta. Juste assez, clair, contrôlé, public. Elixen Technologies ne s'associera pas avec Armstrong Real Estate Group. Silence. Puis, quoi? Mon père cligna des yeux. Pourquoi? Parce que je ne noue pas de partenariat avec des gens qui traitent leur propre famille comme des actifs à échanger. Ethan recula, ses bras se posant autour de ma taille. Votre fille a choisi l'amour plutôt que l'argent. Un battement. Vous l'avez punie pour cela. Un autre battement. Je ne récompense pas ce genre de comportement. La réaction se répandit instantanément, comme un incendie, comme une onde de choc traversant la pièce. Au matin, cela serait partout. Benjamin Armstrong venait de perdre le plus gros contrat de sa carrière au profit de son propre gendre. À minuit, la vidéo du mariage, celle où mon père se tenait devant 300 invités et traitait Ethan de bon à rien, était partout. Mais maintenant, elle avait un contexte. L'homme qui l'avait publiquement humilié valait 7,2 milliards de dollars. Les titres n'avaient même pas besoin de créativité. Ils s'écrivaient d'eux-mêmes. Magnat de l'immobilier insulte son gendre, découvre qu'il est un milliardaire de la technologie. L'erreur à 220 millions de dollars du PDG d'Armstrong. Quand l'ego vous coûte tout. En une semaine, 2 partenaires majeurs ont publiquement annoncé qu'ils réévaluaient leur relation avec Armstrong Real Estate Group. Un investisseur clé s'est retiré entièrement, citant des préoccupations concernant le jugement de la direction. En ligne, c'était pire. Chaque forum,
chaque page d'entreprise, chaque fil de discussion sociale, il déchirait Benjamin Armstrong. Mais le rebondissement le plus satisfaisant de tous est venu de Logan. Mon frère, le même qui m'avait ridiculisé sur Instagram et avait porté un toast au champagne à ma chute, s'est présenté à notre appartement 3 jours après le gala. Il a même sonné à la porte comme une personne décente. Ethan, il s'est déplacé maladroitement une fois à l'intérieur, jetant un coup d'œil à notre salon. Écoute, je voulais m'excuser pour ce que j'ai dit les publications. C'était immature et vous êtes venu vous excuser, a dit Ethan calmement. Ou vous êtes venu négocier l'accès. Le visage de Logan a rougi immédiatement. Allez, mec. Nous sommes de la famille maintenant, a-t-il dit rapidement. Pense à ce que nous pourrions construire ensemble. Armstrong Real Estate Group et Elixen. Ça pourrait être énorme. Le même Armstrong Real Estate Group qui a renié ma femme, a dit Ethan, debout. La même famille qui l'a coupé et l'a humilié pour m'avoir épousé. Il s'est dirigé vers la porte et l'a ouverte. Vous avez pris votre décision il y a 6 mois, Logan. Nous ne sommes pas de la famille. Une pause. Nous sommes juste des gens qui se trouvent partagés un par an. La porte s'est refermée et Logan est parti. Certaines personnes ne s'excusent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Ethan le comprenait mieux que quiconque. Ma mère a appelé 3 fois avant que je ne réponde enfin. Hélène, ma chérie. Sa voix était pleine de larmes. Réelle ou feinte, je ne pouvais plus le dire. Tu dois comprendre. Je t'ai toujours soutenu. Je voulais dire quelque chose au mariage. Mais ton père, tu sais comment il est. Tu n'as rien dit, maman. J'avais peur. Tu sais ce qu'il est quand il est en colère. Je devais me protéger. Tu devais te protéger. J'ai laissé les mots s'installer entre nous. Et me protéger moi. Silence. J'ai quelque chose, ai-je dit doucement. Quelque chose que Laura Bennett m'a donné. Une lettre qui n'était jamais censée être ouverte. Je l'ai entendue inspirer brusquement. Elle a trouvé un email dans les dossiers de la succession de grand-mère. Un email que tu as envoyé à papa 2 jours avant mon mariage. J'ai sorti la capture d'écran sur mon téléphone, celle que Laura avait hésité à partager. Tu écrivais, Benjamin a raison. Elle a besoin d'apprendre. Laisse-la se débattre quelques mois sans argent. Elle reviendra en rampant et épousera Victor Langlais III comme elle est censée le faire. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. C'était sorti de son contexte. Vraiment? Ma voix ne tremblait plus. Tu n'as pas manqué de me défendre, maman. Tu as aidé à le planifier. Tu es restée là pendant qu'il m'humiliait parce que tu étais d'accord avec lui. Hélène, je ne suis pas en colère. Et en le disant, j'ai réalisé que c'était vrai. J'en ai juste assez. Une pause. Si tu veux faire partie de ma vie, vraiment partie de ma vie, tu devras le gagner par des actions, pas des mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je t'appellerai quand je serai prête. J'ai expiré. S'il te plaît, ne me rappelle pas avant. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Certaines limites se construisent avec le silence. Mon père est venu seul. Pas de chauffeur, pas d'assistance, pas de costume parfaitement taillé, juste un homme fatigué en vêtements froissés debout sur le seuil de notre appartement de Brooklyn avec quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant, de l'humilité. Puis-je entrer? J'ai fait un pas de côté. Ethan est resté près de la fenêtre, observant silencieusement, ne disant rien. Mon père a regardé autour de lui. Notre petit appartement, les meubles d'occasion, la cuisine simple, les photos encadrées de notre mariage. Pour une fois, il ne semblait pas en calculer la valeur. J'ai perdu 3 partenariats cette semaine, a-t-il dit doucement. L'accord sur le centre de données est parti. Le conseil d'administration discute de ma révocation en tant que PDG de ma propre entreprise. Il a laissé échapper un rire creux. Apparemment, l'humiliation publique a des conséquences. Je suis désolé pour vos problèmes commerciaux. Non, vous ne l'êtes pas, il a secoué la tête. Et vous ne devriez pas l'être. Finalement, il m'a regardé. J'avais tort, Hélène. À propos d'Ethan, à propos de vous, à propos de tout ce qui compte vraiment. J'avais attendu toute ma vie pour entendre ces mots. Maintenant qu'ils étaient là,
je me sentais juste fatigué. Je n'ai pas besoin d'excuses, papa. Alors de quoi as-tu besoin? J'y ai réfléchi attentivement. J'ai besoin que tu comprennes que je suis heureuse. J'ai soutenu son regard. Pas parce que mon mari s'est avéré riche. J'étais heureuse avant de savoir. Je suis heureuse parce que je suis respectée, soutenue, aimée pour qui je suis. Je me suis approché. Peux-tu comprendre cela? Quelque chose a changé dans son expression. Pas une compréhension totale. Peut-être pas encore, mais quelque chose. J'essaie. Alors essaie plus fort. J'ai posé doucement ma main sur son bras. Je suis prête à t'avoir dans ma vie, papa, mais pas comme quelqu'un qui me contrôle. Pas comme quelqu'un qui mesure ma valeur par l'argent. Une respiration. Juste comme mon père. Il a hoché la tête lentement. Je ne sais pas comment faire ça. Alors apprends. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. 1 an après le mariage, Thornton & I Marketing comptait 15 employés. Ce qui avait commencé comme une petite idée était devenu quelque chose de réel. Non pas grâce à la richesse d'Ethan, ni à ses relations, mais grâce aux références, aux résultats, à la réputation. Nous venions de signer notre plus gros contrat à ce jour, une campagne d'1 an avec une entreprise du Fortune 500 qui nous avait trouvés purement par le bouche à oreille. Ethan allait toujours au garage le week-end. Il disait que cela lui rappelait qui il était avant tout le reste. Parfois, j'y allais avec lui passant des outils, apprenant les noms des pièces de moteur, riant quand je me trompais. Mon père apprenait encore, lui aussi. Nous n'étions pas réparés. Peut-être ne le serions-nous jamais, mais il essayait. Il avait commencé une thérapie. Ma mère m'a dit qu'il m'avait invité 2 fois à prendre un café et qu'à chaque fois, il m'avait posé des questions sur ma vie, pas sur ses progrès, pas sur la perfection. Ce Noël, nous l'avons fêté chez la mère d'Ethan à Greenwich, Connecticut. Une maison chaleureuse et confortable, remplie de rires authentiques. Pas de décoration de designer, pas de perfection traiteur, juste la famille. Des regrets? Demanda doucement Ethan, me serrant plus fort alors que la neige tombait devant la fenêtre. J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu. Le Pentouse, le fonds fiduciaire, les 520 millions qui avaient disparu avec une signature. Puis j'ai pensé à ce que j'avais gagné. Une vie que j'avais construite moi-même, un amour sans condition, et les mots de ma grand-mère, ne laisse jamais personne te dire ce que tu vaux. Pas un seul. Il m'embrassa et dehors la neige continuait de tomber. Quelque part à Manhattan, mon père calculait probablement encore ses pertes, mais j'avais cessé de compter il y a longtemps. Parce que la vraie richesse ne se mesure pas en chiffres, elle se mesure en paix. Au moment où vous cessez d'essayer d'être ce que les autres attendent et devenez enfin qui vous êtes vraiment. Et s'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci, votre valeur n'a jamais été destinée à être négociée. Ni par votre famille, ni par la société, ni par quiconque ne vous voit qu'à travers le prisme de ce que vous pouvez leur offrir. Pendant des années, j'ai cru que l'amour devait être gagné par l'accomplissement, par l'obéissance, en devenant exactement qui les autres attendaient que je sois. Mais la vérité est que le véritable amour n'exige pas que vous vous rétrécissiez. Il ne vous demande pas d'échanger votre identité contre une approbation. Il vous rencontre là où vous êtes et grandit avec vous. Abandonner tout ce que j'étais censé avoir m'a semblé comme perdre le monde. Mais en réalité, c'était la première fois que je maîtrisais vraiment ma vie. Alors si vous vous trouvez à ce même carrefour, choisissant entre qui vous êtes et qui les autres veulent que vous soyez, choisissez-vous. Même si cela vous coûte le confort, même si cela vous coûte tout, car ce que vous gagnez en retour est quelque chose que personne ne pourra jamais vous enlever. Et si cette histoire a résonné en vous, si même une petite partie vous a semblé familière, prenez une seconde et faites-moi savoir que vous êtes là. Cliquez sur le bouton j'aime pour que cette histoire puisse atteindre quelqu'un d'autre qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Partagez-la avec quelqu'un qui a encore du mal à se choisir, quelqu'un qui a besoin de ce rappel que sa valeur n'est pas négociable. Et je veux vraiment avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un pour protéger votre paix? Racontez votre histoire dans les commentaires. Je lis chacun d'eux et votre voix compte plus que vous ne le pensez. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est votre signe. Il y a tellement d'autres histoires comme celle-ci, réelles, brutes et pleines de moments qui pourraient bien changer votre façon de voir votre propre vie. Merci d'être ici, d'avoir écouté et d'être resté jusqu'à la toute fin.
Je vous retrouve au prochain.